Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Nicolas Fréret. Nicolas est journaliste, passionné de course à pied. Il a cofondé le magazine en ligne de trail Distance Plus. Nous allons parler avec Nicolas des médias en ligne et de l'évolution que lui il voit en tant que journaliste. C'est un épisode différent, fascinant, passionnant et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à l'enregistrer. Merci encore une fois Nicolas pour le temps que tu m'as accordé et très très bonne écoute à tous dans l'Instant Outdoor. Alors aujourd'hui je suis en présence de Nicolas Fréret. Nicolas est peut-être plus connu derrière le site Distance Plus dont il est co-rédacteur et même cofondateur. Comment vas-tu Nicolas ? Ça va bien. Et toi, François ? Eh ben écoute, moi ça va super bien. Là, tu vois, j'ai été faire du vélo ce matin avec ma petite famille. C'est pour ça que je suis là. On se voit, nous on se voit. Vous nous entendrez, mais là nous on se voit. Je suis en tenue encore de vélo. Et avec encore des petites rougeurs sur le visage. Ça c'est peut-être la fatigue de cette nuit aussi qui commence un petit peu à tirer là avec ma fille qui m'a réveillé à 5h du matin. Ça, donc je suis un peu fatigué aussi, c'est vrai. C'est loin ça pour moi. Je dors maintenant, moi. Ah, quelle chance, quelle chance. Enfin, c'est ça des côtés positifs, des côtés négatifs. La vie est ainsi faite. Alors, Nicolas, est-ce que, j'en ai un petit peu déjà dit, mais est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour tous ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, écoute, effectivement, je suis journaliste avant toute chose. Je suis co-rédacteur en chef du magazine de trail Distance Plus avec mon camarade Vincent Champagne. C'est un magazine que l'on a créé au Québec, donc il y a une édition québécoise. Et puis depuis 2020, en fait, depuis le début de la pandémie, il y a également une édition française. Quand je dis édition, c'est-à-dire qu'on crée, on fait du contenu à destination du lectorat français. Je suis également prof de journalisme et puis j'ai 2 enfants, puisqu'on parlait d'enfants il y a quelques instants, Lisandre qui a 7 ans et Jonas qui a 11 ans. Et je vis, c'est une de mes particularités, je vis à cheval, pas littéralement là, mais à cheval entre la France, en l'occurrence la Normandie et un peu Paris, et le Québec, Montréal, où vit mon amoureuse. Et D'accord. où Donc, est né Distance Plus, comme je l'ai dit un peu plus tôt. donc une vie faite un petit peu de voyage régulièrement dans l'année ? Oui, par la force des choses, Hmm. Je fais plusieurs allées et venues. D'ailleurs, j'en reviens, je reviens de Montréal à peine là. D'accord. Alors, Nicolas, j'ai une première question qui va être un petit peu pour moi. Tu vois, je vais utiliser ta compétence de professeur de journalisme pour te poser une question que je me pose depuis longtemps. Qu'est-ce qu'une bonne question ? Mais une bonne question, c'est d'abord une question qui est ouverte. Une question ouverte, c'est-à-dire qui va automatiquement entraîner une réponse, une formulation de réponse, et pas juste un oui, non, peut-être. Donc une bonne question, c'est une question qui va, voilà, c'est ça, qui va se développer, enfin, en fait, si on s'en tient au journalisme, le journaliste raconte des histoires. Donc une bonne question va permettre de constituer la matière qui, en bout de ligne, va permettre de raconter une histoire. Ou si c'est une interview comme tu es en train de le faire là, de raconter l'histoire en direct à force de plusieurs questions pertinentes. J'espère que je D'accord. réponds Ok. bien à ta question. Ouverte. Ah bah du coup, là, je peux répondre par oui ou par non ? Ah bah oui, c'est pas une bonne question ça. Ouais, Mais c'est pas moi j'apprends qui vite, fais hein. l'interview. J'apprends vite, hein. Très bien. Bah, c'est vrai que j'avais déjà entendu effectivement ce concept de réussir à faire des questions ouvertes, ce qui est pas toujours simple, mais ok, je prends note. Alors, j'aimerais savoir un petit peu ton parcours pour en avoir été jusqu'au journalisme. Pourquoi t'es tourné vers ce métier-là ? Pourquoi le pourquoi exactement, je le sais pas.
En fait, j'étais pas du tout, je ne me destinais pas du tout au journalisme puisque j'ai longtemps été, obnubilé par l'envie de devenir vétérinaire. Donc tu vois, ça n'avait rien à voir et je me suis d'ailleurs obstiné très longtemps dans des études scientifiques, alors que les sciences et moi, ça fait quatre. Et puis un jour, ça a été une fulgurance, un été et une journée de forte chaleur après une douche. J'ai eu d'un seul coup l'envie l'idée d'écrire dans un journal. Et puis bah, j'ai fait ce qu'il fallait. Je suis rentré dans un journal. Ça a été un coup de cœur monumental, un des moments importants de ma vie en fait, puisque ça a tout changé dans ma perspective. Et puis bah, en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était cohérent avec le vrai moi, celui qui j'étais réellement, le petit garçon qui avant 10 ans lisait les journaux, l'équipe et parfois le journal Le Monde ou le journal local, qui écoutait la radio euh, tout le temps et les informations. Moi, très jeune, je ne pouvais pas me lever le matin sans avoir écouté le bulletin d'information. Mon radio réveil, c'était le bulletin d'information. Ça a été vraiment, mais très jeune, là, adolescent, ce que les adolescents normalement font pas. Donc en fait, et je m'intéressais à énormément de choses. Je m'intéressais beaucoup à l'actualité, à la politique, enfin au sport énormément aussi. Et donc voilà. Et à un moment donné, j'avais jamais imaginé ça. Et puis j'avais aussi une vraie attraction pour l'écriture. J'écrivais pas spécialement et j'étais pas spécialement bon à l'école. Sauf que j'aimais, en fait, c'est bizarre de dire ça, mais j'adorais écrire des lettres. J'adorais être amoureux, par exemple, parce que ça me permettait, à l'époque, hein, il y avait pas de, on parle d'une époque révolue où le web et même les téléphones portables n'existaient pas, donc on envoyait des correspondances, on envoyait des lettres amoureuses ou pas, écrites au stylo. Avant Et Caramel. ouais, avant tout ça. Et puis, mais en fait, c'est un peu à la blague, mais j'ai affûté mon écriture et ma façon d'écrire et de penser avec des lettres. Et en fait, je me suis beaucoup formé sans le savoir en travaillant mon écriture. Et l'autre truc, c'est que je n'ai pas d'imagination, très très peu. Contrairement à mon petit dernier qui a une imagination absolument débordante. Enfin, c'est flagrant. Je me dis mais comment il peut avoir des choses comme ça dans la tête? Moi, j'en étais quasi dépourvu. Et j'aurais aimé, par exemple, écrire des bouquins, écrire des histoires, inventer des histoires. Mais la vérité, c'est que je crois que j'en suis pas capable. Et ça aussi, c'est venu entre une espèce de petite envie, une fausse envie en fait. C'était pas un rêve, c'était pas un objectif, mais voilà, écrire un bouquin, écrire une histoire. Je m'y suis essayé quelques fois. Et le journalisme me permet ça, raconter des histoires qui sont réelles. On a juste à raconter quelque chose qui s'est réellement passé, et puis et ben voilà, la- l'affaire est jouée. Donc, je sais pas si je réponds également correctement à ta question, mais le journalisme est arrivé un peu par hasard, en étant en fait pas si un hasard que ça. Disons que je me suis trouvé. Tu t'es trouvé? Je me suis trouvé. trouvé. Je me Ah suis oui, tu t'es trouvé moi. trouvé. Je me suis trouvé. Je me suis rencontré. Je me suis rencontré alors que j'étais en train de faire des études de biologie et que ça ne me correspondait pas. Et je me suis rentré. J'ai passé la porte d'un journal de presse écrite local. Et puis ça a été le début de ma carrière en fait. Je me suis plus jamais arrêté. Ça a été un coup de cœur pour le journalisme, pour raconter des histoires, pour écrire des articles plus tard, mais assez rapidement pour faire du reportage à la radio, pour euh, devenir présentateur, bouffer du micro pendant des heures et des heures, faire des entrevues, rencontrer des gens, raconter des histoires, essayer de euh,
d'apporter de l'information la plus claire possible, la plus précise possible, la plus objective possible. Ça, c'est une des choses qui me tient énormément à cœur, essayer d'être factuel et de réussir à dire les choses comme elles sont et non pas comme éventuellement je les pense euh, ou quoi. Enfin mon opinion par exemple, ça c'est dans ma façon de faire du journalisme, mon opinion n'a aucune importance dans la façon dont je traite les informations. Ce qui doit être extrêmement difficile parce que forcément on a un petit biais psychologique à vouloir amener les gens vers ce quoi on pense. Oh. Ça doit être des fois, je prends un exemple, si on est convaincu, on va rester dans le milieu de la course à pied, si on est convaincu que la meilleure façon de courir, c'est de mettre le moins possible de technologie autour de son pied, ça va être difficile d'aller vers une chaussure qui serait à l'inverse de ce qu'on pense et du coup de la présenter ou d'en parler ou ça va être difficile de faire cet exercice-là et du coup de dire qu'objectivement elle a un intérêt. C'est intéressant en fait au début de ta question, j'allais tout de suite dire ben non. Enfin en fait moi je trouve pas ça difficile du tout. Puisque justement, se forcer à être objectif et à donner les faits, c'est pas compliqué. Par contre, tu introduis une autre chose qui fait partie de notre métier dans le comment dire, dans le spécialisé, par exemple en course à pied, c'est les produits. C'est vrai que dans la presse spécialisé, le test produit a une place relativement importante et qui répond d'ailleurs à un besoin. Bon, bah moi je me facilite un peu la tâche parce que je vais pas trop là-dedans. Donc, ou alors si je vais aller là-dedans, ça va être euh, de manière minimaliste. Tu vois, je vais avoir peut-être plus de facilité. En fait, je me forcerai plus qu'autre chose. Mais très souvent, en fait, on oublie le fait que je suis journaliste, mais on vient me demander, parce que je suis là-dedans, des conseils. Tu dois avoir ça très régulièrement aussi. Il y a plein de gens qui te demandent des conseils. Donc là, si on demande des conseils à Nicolas Fréret, euh, ben je les donne. Je donne ma façon de penser. Si toi et moi on discute, je peux donner ma façon de penser. En revanche, si je suis dans mon rôle de journaliste qui publie un article, qui écrit un texte, là, le Nicolas Fréret, il s'efface totalement. Là, c'est le média qui prend le dessus et l'opinion n'a plus de prise. En fait, on peut par contre mettre en avant des opinions. On peut mettre en avant qu'est-ce que pense Kylian Jornet, qu'est-ce que pense Mathieu Blanchard, qu'est-ce que pense Blandine Lirondelle, peu importe qui parle, qu'est-ce que pense tel équipementier. Donc, on peut mettre en avant les opinions des uns et des autres. On peut faire un test, par exemple, en prenant quelqu'un qui est, pour reprendre ton exemple de la chaussure, quelqu'un qui est pro-minimaliste et qui court en minimaliste, quelqu'un ou en sandales, comme Johan Rock, par exemple, que tu as déjà reçu, je crois, euh, ou quelqu'un qui court en chaussures ultra maximalistes, et puis bah, confronter leur opinion. Ça, c'est intéressant. Et c'est aussi du journalisme. C'est même, je pense, un degré plus éclairant d'avoir plusieurs argumentations euh, qui se, qui se, comment dire, qui s'échangent en fait. Mais c'est vrai que je suis de plus en plus là-dedans dans cette donner la parole aux gens qui savent, Qui savent. Ouais, c'est ça. parce C'est que ça. finalement, je peux avoir une opinion. Maintenant, on va rester encore sur cet exemple-là, mais sans vouloir faire une fixette. Mais là, j'ai reçu en plus Ben Violo qui court en sandales aussi, qui a aussi un podcast. Et c'est intéressant de l'écouter lui parce que c'est lui qui court en sandales, c'est pas moi. Mm-hmm. Et finalement, moi, je peux avoir un avis dessus, mais de quelle valeur il a, mon avis, sans avoir vraiment expérimenté la chose et l'avoir essayé. Donc c'est intéressant je trouve cette position, cette posture dans laquelle celui qui pose les questions, qui a une certaine audience, une médiatisation,
doit se trouver. Sinon, je pense qu'on ressort plutôt du milieu de l'influenceur que du journaliste. Ouais, ouais. Après, je veux pas. Je pense qu'on peut aussi. D'abord, il y a plusieurs façons de faire du journalisme, et on peut aussi, qu'on soit influenceur ou journaliste, se spécialiser, par exemple, dans la chaussure, et puis en tester beaucoup. Bon, au-delà du fait que par rapport à euh, nos propres habitudes, c'est pas forcément bon de changer de chaussure, de passer de maximaliste à minimaliste toutes les 2 minutes, mais passons sur ce sujet. Euh, Quelqu'un qui connaît, qui est un vrai spécialiste, qui connaît les matériaux, qui connaît les différences techniques, sa science à lui, avec l'expérience, peut apporter aussi un vrai éclairage. Euh, L'opinion dans ce cas-là peut avoir un sens en fait. Mm. Euh, Là où ça en a pas, c'est effectivement euh, quelqu'un qui va faire un test de chaussures très très ponctuellement. Bon, et je sais pas, je suis pas, moi je suis pas le meilleur pour faire des tests de toute façon, donc ça m'est arrivé, et puis même pour Distance Plus, on l'a essayé un petit peu au début. Dans ce cas-là, j'essaye le plus possible d'être objectif aussi. C'est pas acheter là, c'est qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce que j'ai aimé, et surtout qu'est-ce qui objectivement caractérise la chaussure. Et puis après, à vous, cher lecteur, de savoir ce que vous recherchez, par exemple. Mm. Ouais, Mais ça, moi, je préfère objectivement raconter des histoires, faire des interviews pour revenir sur quelque chose qui s'est passé, raconter l'histoire de quelqu'un, comme tu le fais toi aussi régulièrement, hein, ou euh, par exemple, au sujet de l'une des actualités qui nous anime depuis quelque temps et qui va continuer de nous animer, l'actualité du trail en fait, raconter ce qu'il s'y passe. L'UTMB World Series par exemple, j'aime m'intéresser à ça, essayer de comprendre, essayer de d'expliquer à nos lecteurs ce qui se passe réellement, etc. Ça, pour moi, c'est plus c'est plus ce que j'aime comme journalisme que de faire des tests produits. bah, je suis de plus en plus aligné sur cette façon de voir les choses, même si, bah, comme tu le disais, les tests et les retours produits, bah, ils intéressent aussi les Ah gens. oui, ça intéresse beaucoup. Voilà, je suis un peu partagé en ce moment entre les deux choses, même si Mais t'es pas j'ai pas le temps de obligé. tout faire. Non, oui, c'est ça. Mais toi, t'es pas obligé de te borner sur un truc, de te focaliser sur une chose. Tu peux très bien tout faire. Il y a pas, il y en a pas un qui est bien et l'autre qui est pas bien. C'est juste un choix perso, ou Mm. dans le journalisme, on dirait un choix éditorial que de ne que de traiter de certains sujets et de laisser d'autres sujets à d'autres médias, par exemple, ou à Bien sûr. d'autres influenceurs, puisque le monde de l'influence a aujourd'hui une part très importante dans la diffusion d'informations, avec plein de guillemets à information. Et alors, justement, cette évolution de la presse, toi qui viens en plus de la presse papier, du journalisme, je dirais, classique, À l'ancienne, ouais. à l'ancienne. À l'ancienne, ça fait mieux que classique, je trouve. Non, classique, Euh, ouais. ouais, c'est classique, ça pourrait avoir un côté banal. Alors que, ouais, tu viens vraiment de l'école du journalisme, de la presse papier, quoi. Mhm. Comment est-ce que tu vois justement l'évolution de ce milieu? Alors là, ça, c'est une grande question. J'ai combien de temps? euh, Unlimited. c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, et c'est aussi une vraie préoccupation. Euh, j'ai connu la fin d'une ère et le début d'une autre, euh, celle le début de la gratuité dans le journalisme.
Ok, moi j'étais étudiant en journalisme à Paris quand les premiers journaux gratuits, on parle de presse écrite, ont fait leur apparition dans le métro. On distribuait les informations. Avant ça, moi j'allais acheter mes journaux. Ok, je payais pour acheter mon journal L'Équipe, ou je payais pour acheter le soir mon journal Le Monde. Euh, le, le lecteur, si on parle encore une fois de presse, qui voulait s'informer, il n'avait pas d'autre choix. Là, encore une fois, le web est pas là. On est au début, à la fin des années 90, au début des années 2000. L'internet n'est pas encore popularisé. Les gens ne l'ont pas encore à la maison. Moi, j'ai commencé à avoir internet à la maison. J'étais étudiant en journaliste. Je me souviens que il n'y avait pas d'abonnement à l'époque. D'abord c'était des modems, c'est le truc qui fait des bruits pas possibles. Et puis j'essayais de choper des CD. Souvent c'était AOL qui faisait ça, puis ils offraient genre 30 minutes ou 1 heure. J'essayais de cumuler cumuler des CD pour, voilà, ça c'était le début du web, donc on est très très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis il fallait Et pas que la grand-mère appelle au même moment, sinon ça coupait. ah oui, oui, bah c'est pas possible en fait. Non, non, on pouvait pas appeler sur la ligne fixe. La Je ligne me fixe souviens. commençait à plus exister non plus, mais on pouvait pas appeler sur la ligne fixe et utiliser le réseau, puis c'était le même, c'était le réseau téléphonique. Mais bon, donc à cette époque-là, on voulait s'informer, bah, on allait acheter le journal, on écoutait la radio, les bulletins d'information, ou on écoutait le 20h ou le 13h des grandes chaînes de télévision comme TF1 qui est souvent mis en avant. Pareil, c'est une époque où les chaînes n'étaient pas démultipliées. Donc moi j'ai connu cette période-là, et puis on est entré avec les journaux gratuits d'abord, puis le web qui a commencé à se à se généraliser. Tout le monde a commencé à avoir Internet. On a commencé à avoir du contenu gratuit à disposition. Les médias eux-mêmes ont été obligés de se placer là-dedans en offrant du contenu gratuit à ces lecteurs. Et on n'est jamais sorti de cette période-là. Hein, ça fait plus de 20 ans maintenant. Les médias sont depuis lors en crise de modèle d'affaires. En fait, c'est une vraie question compliquée à répondre, mais un média, le journalisme tel que je l'aime devrait être indépendant, c'est-à-dire éloigné de tout biais. Tu disais biais tout à l'heure, je pense, ou en tout cas euh, euh, pas de biais, pas de conflit d'intérêts avec des partenaires financiers, par exemple, euh, ou avec des gens qui payent de la publicité. Mais ça, c'est l'utopie. Ceci dit, autrefois, un journal fonctionnait parce que il avait des abonnés, les lecteurs payaient le contenu. Et puis, il avait des espaces si on reprend encore une fois le modèle du journal, il y avait des espaces qui étaient réservés à la publicité. Les espaces qui étaient vendus à des marques, à des entreprises qui voulaient faire de la publicité. Des espaces qui étaient bien déterminés. Et puis, plus ces espaces-là étaient en une, par exemple, ou avaient une chance d'être vus par les lecteurs, plus cet espace-là coûtait cher. Et les médias se finançaient comme ça. Les abonnements d'un côté, l'acheteur consommateur, et l'argent de la publicité de l'autre pour faire fonctionner la machine. Avec la gratuité, qu'est-ce qu'on perd? Bah, on le comprend. N'importe quel média qui est diffusé gratuitement n'a pas d'abonnés, donc il perd toute la partie des lecteurs. Si tu as 1 million de lecteurs, c'est 1 million de personnes qui ne payent pas pour leur contenu. Donc il reste la publicité. Il y a eu un assez long moment de latence dans le transfert
en termes publicitaires, ceux qui achetaient de la publicité, qui mettaient de la publicité dans les journaux, ont eu du mal longtemps, les plus gros, à donner de l'argent au web. Donc les journaux ont quand même un long moment continué je dis les journaux, mais je pourrais dire aussi la télévision, parce que le modèle est un peu équivalent, ou la radio. Donc en gros, si toi demain tu veux avoir une grande visibilité pour ta marque, la Planète Trail par exemple, tu vas essayer d'être visible le plus possible. Donc plus tu as un budget de communication, de publicité qui est gros, plus tu vas aller chercher l'endroit où tu vas être le plus visible. Est-ce que c'est dans une très grande affiche sur l'autoroute ou sur le périphérique à Paris? Est-ce que c'est à la télévision juste avant le film du soir ou Koh-Lanta par exemple, ou des moments où il y a le plus de téléspectateurs qui sont à l'écran. Donc ça vaut très cher, mais il y a aussi une très grande visibilité. Bref, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, là on fait un grand pas en avant. Aujourd'hui, les annonceurs ont la possibilité de faire de très grosses économies en allant directement à frapper à la porte des influenceurs, qui sont un peu des solitaires, qui ne sont pas des journalistes, qui ne sont pas des médias à part entière, mais qui sont en échange d'un produit ou en échange d'un petit contrat financier, sont capables de mettre en avant un produit, par exemple. Si on est dans la course à pied, une paire de chaussures, des écouteurs, un chandail, peu importe. Là, la marque va avoir un intérêt plus qu'intéressant, puisque l'influenceur ou l'influenceuse qui aura été choisi, les personnes qui sont à son écoute sont directement la cible de ces marques-là. Aujourd'hui, une marque peut aller choisir son influenceur dans n'importe quel, que ce soit la course à pied, la mode, et puis la plus petite niche, on peut trouver un influenceur qui parle aux gens, aux clients de ces marques. Donc, je ne sais pas si j'ai bien expliqué fait la démonstration, mais on imagine cet argent-là qui était avant, qui arrivait aux médias. Les plus gros avaient le plus d'argent, les plus petits avaient moins d'argent, et puis plus on était niché, spécifique, plus on attirait des médias qui avaient une clientèle nichée. Bon, cet argent-là, il se volatilise. Les médias ne l'ont plus. Donc il faut trouver des solutions pour survivre. Et donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, nous, les médias classiques ou classique, y compris maintenant sur le web. Distance Plus n'est pas un magazine papier. On a fait le choix il y a 5 ans, quand on a créé Distance Plus, d'être uniquement sur le web. On fait du journalisme classique. On écrit à l'ancienne, on travaille à l'ancienne, mais on est sur le web. Donc les médias sont dans une crise de financement. Comment on fait pour avoir de l'argent pour finalement financer ce qu'on produit? Aujourd'hui, on écrit des articles. Écrire un article, ça se fait pas en 2 minutes. Si je fais un sujet, je prends un exemple, on fait un sujet, je vais aller chercher des informations, je vais faire de la recherche. Je vais aller poser des questions, je vais faire des interviews, je vais aller recouper mes informations. Encore une fois, de la recherche, je vais aller peut-être reposer d'autres questions, je vais écrire mon article, ça s'écrit pas en 2 minutes, je vais faire en sorte qu'il soit clair, qu'il soit précis, je vais ensuite le faire relire, il y a la révision, peut-être que je vais le réécrire en partie, je vais le faire corriger, puis je vais l'éditer puisqu'on est sur le web, puis le publier sur le site, mais aussi ensuite le diffuser sur les réseaux sociaux. C'est un boulot monstrueux, juste pour un article. Et ce temps-là, s'il n'y a pas d'argent en retour de la part des lecteurs, par exemple, ou si les marques ne s'engagent pas auprès de médias, je prends l'exemple de Distance Plus, si une marque qui a une filiation, des intérêts avec la course à pied, la course en sentier et Distance Plus, ne vient pas investir de la publicité, par exemple, dans Distance Plus, on travaille bénévolement.
on fait un travail sérieux, un travail euh, honnête, qui nous prend un temps fou, qui nous prend en fait, c'est un travail à part entière, mais il n'y a pas d'argent qui arrive. Donc c'est un exemple que je donne, mais tous les médias en fait sont confrontés à cette difficulté-là. Comment on arrive à survivre? Comment on fait pour informer les gens si on n'a pas les moyens financiers de payer nos journalistes, de payer les gens qui vont faire les articles, et qui vont se donner corps et âme pour faire le meilleur article. Donc forcément, ça a une influence. Nous, ça fait 5 ans à Distance Plus qu'on existe. Moi, j'ai fait des choix personnels de carrière. J'ai mis je vais pas dire que j'ai mis ma carrière de côté, c'est absolument faux. Je pense que je suis très heureux dans ce que je fais d'un point de vue de matière de travail. Mais j'ai fait le choix en m'investissant dans Distance Plus, en sachant que il allait falloir bosser fort pour arriver à mes fins. J'ai fait le choix de ne pas m'engager dans un autre média qui serait plus rémunérateur pour moi. Sauf qu'il y a un moment donné où je suis comme tout le monde, faut que je mange, faut que je paye mon loyer, faut que je pense aux études de mes enfants, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à travailler presque bénévolement, ou est-ce que j'arrête? Mais tout le travail qu'on a fait pendant 5 ans, avec générosité, avec sérieux, tout ce qu'on a offert finalement gratuitement à nos lecteurs, ben c'est comme, enfin, tout ça part en fumée. Je fais quoi avec ça? Et mes confrères sont tous confrontés à ça. Et en plus, on est dans une ère de l'immédiateté où autrefois c'était pas gênant d'attendre son magazine de trail à la fin du mois. Pas de problème. C'était même un plaisir de se dire, j'ai hâte que mon endurance trail sorte, mon nature trail, mon esprit trail, peu importe. C'était un vrai plaisir d'aller en kiosque, d'aller en librairie, de le sentir, de l'avoir dans les mains, de le lire, de le dévorer pour certains, de le lire sur un mois tranquillement en attendant l'autre pour d'autres. Mais aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt. Enfin, je veux dire, la grande majorité des gens ne fonctionnent plus comme ça. On va sur le web, on a une quantité astronomique de sujets qui sont développés juste sur la course à pied, la course en sentier. On a de la matière. Tout ça est gratuit. C'est donné. C'est donné. On n'imaginerait pas aller chez son marchand de légumes, prendre plein de légumes, puis dire allez bye. Moi je vais me faire une bonne petite popote. Et puis commencer à te payer. Ah bah non. Moi je suis habitué à la gratuité. Je vais manger gratuitement, c'est normal. Je suis habitué de me balader sur le web et de consommer gratuitement. Et je pense qu'il y a une conscientisation de la part de tout le monde sur le web, les lecteurs de n'importe quoi, au-delà même de Distance Plus, au-delà même de la course à pied. Ce que vous consommez gratuitement, ça a été produit par quelqu'un. C'est du temps de passer, et donc ça mérite un salaire en fait. Ça mérite, ça a une valeur, ça a une valeur quelque part. Donc voilà, je sais que je réponds je pars un peu dans tous les sens, mais pour revenir sur par exemple les médias qui sont là depuis longtemps. Distance Plus, c'est un média récent, mais je citais tout à l'heure Endurance Trail, Nature Trail, Wider, Esprit Trail, tous ces gens-là qui faisaient un journalisme classique, papier, un journalisme spécialisé, qui travaille encore, pour certains avec 4, 5, 6 mois d'avance sur leur numéro. Aujourd'hui, sont complètement chamboulés. Avec ça. Serge Moreau, je sais qu'il collabore avec toi, il pourrait certainement t'en dire et des vertes et des pas mûres. Il y met du cœur comme c'est pas possible dans son journal, mais il est confronté à cette réalité-là aussi, que le sujet sur lequel il se passionne et sur lequel il bosse, bah en fait, il travaille comme un dingue, sauf que quand il va sortir, bah, peut-être que les gens vont juste pas s'y intéresser, pas parce qu'il est pas bien écrit, etc., mais parce que
parce qu'il y a largement de la matière à trouver sur le web sans avoir à aller acheter Esprit Trail, par exemple. Et donc, ces médias-là sont obligés aussi de se repenser, d'aller sur le web, d'aller sur les réseaux sociaux, d'essayer d'être présent au quotidien, et puis avec les moyens du bord, de continuer de nourrir le monstre, en fait. Et ça a une incidence qui, moi, me déplaît fortement. On s'en est déjà parlé, et j'en ai déjà parlé régulièrement. Ce qu'on va trouver, et je reviens à la notion de journalisme et d'information. Un journaliste, c'est un métier. Le métier, c'est d'informer les gens de manière objective sur ce qui se passe, par exemple. Eh bien, trop de médias aujourd'hui, de médias spécialisés, par exemple, publient des communiqués de presse tels qu'ils sont envoyés. Moi, je reçois quotidiennement, quasiment quotidiennement, des communiqués de presse. J'ai malheureusement des confrères, donc des journalistes, encore une fois, qui prennent le communiqué de presse et qui font un copier-coller et qui le mettent sur leur site et qui le diffusent sur les réseaux sociaux. C'est un communiqué de presse. Je ne sais pas si les gens savent ce que c'est qu'un communiqué de presse, mais c'est une publicité qui est déguisée en un article. Si toi, demain, tu veux, je reprends ton exemple, te faire connaître davantage, si tu crées un moment, un événement, peu importe, tu lances un produit, etc., tu vas essayer de le faire savoir. Et donc, tu vas faire un communiqué de presse au nom de Planète Trail, par exemple. Bon, bah évidemment, tu vas mettre des arguments d'ordre publicitaire, tu vas essayer de vendre ton produit, de convaincre, évidemment, que ce que tu proposes, c'est génial, que c'est fantastique. Tu vas pas aller, tu vas tourner les coins ronds, comme on dit. Hein, tu vas pas aller dire aux gens ou mettre en avant les petits trucs que tu sais qui sont un peu que t'as pas spécialement envie qu'ils sachent. Je suis pas en train de parler de trucs graves, mais en gros, tu vas faire comme si tu fais une entretien d'embauche. Tu vas te mettre sur ta meilleure apparence. Donc, c'est de la publicité. Un communiqué de presse, c'est de la publicité. Pour nous, ça doit être, pour les journalistes, c'est du off. C'est quelque chose qu'on reçoit. Tiens, il y a une information. Tiens, il va se passer ceci. Tiens, il y a ce produit-là qui sort. Est-ce que je le traite? Est-ce que j'en fais un sujet ou pas? Si je fais le sujet, ben, je vais prendre mon téléphone, je vais aller compléter les informations, je vais aller essayer de comprendre comment je vais raconter ça à mes lecteurs, comment je vais mettre cette information-là que j'estime importante pour mes lecteurs. Et donc, il y a un travail qui est fait, puis on gomme toute la partie publicitaire, le blabla, toute cette partie vente, en fait, argumentaire de vente. Ça, c'est notre rôle absolu. Et aujourd'hui, malheureusement, les marques, ils ont tout gagné, quoi. Je suis une marque, j'envoie à toutes les rédactions mon communiqué de presse. Je sais que dans la demi-heure qui suit, on va se retrouver avec le communiqué de presse, qui n'est pas forcément d'ailleurs affiché comme ça. Hein, parfois, enfin très souvent, en fait, je me suis retrouvé confronté à cliquer sur un lien. Moi, j'ai reçu ce communiqué de presse, hein, donc je sais exactement ce que c'est. Et là, je vois le communiqué de presse signé du journaliste. Enfin, en termes éthiques, c'est juste du délire. C'est une faute déontologique absolue. Mais là, tu vas me dire que le journalisme se mélange à l'influence, etc. Mais pour moi, là, à chaque fois, je manque de faire une crise de cœur. Ça me rend fou parce que ça veut dire qu'on est en concurrence avec et que je sois bien clair. Ces médias-là, je ne les citerai pas d'ailleurs, je veux pas me pointer du doigt qui que ce soit, mais ces médias-là font par ailleurs aussi du bon boulot. Mais ils mélangent leur bon boulot avec de la merde, avec une comment dire, avec quelque chose qui n'aurait rien à faire là, ou en tout cas, il faut que ce soit parfaitement identifié. Il faut qu'on sache que c'est un communiqué de presse. C'est quelque chose qui me rentre pas dans la tête et qui me rend fou parce que c'est pas ça le journalisme, et qu'on est par exemple Distance Plus en concurrence avec des médias qui ont ces méthodes-là. Et je te donne un exemple. Je parle beaucoup là, tu poses pas de tes questions. Non, la question était vraiment bonne parce qu'elle était très très ouverte. Mais je te donne l'exemple. Je citais tout à l'heure l'UTMB World Series. Je pense que c'était au printemps que la nouvelle est sortie.
on reçoit un communiqué de presse inattendu, honnêtement. En tout cas, je pense qu'il y avait deux, trois personnes qui devaient être au courant. Moi, en tout cas, je l'étais pas. Et on était encore dans les phases Covid. J'étais en train de donner cours à mes étudiants, donc j'étais devant mon ordinateur et puis j'avais quand même mes mails parce que j'avais une rédaction à faire tourner. J'avais notamment un stagiaire qui travaillait avec moi, donc que je devais être un minimum présent à ses côtés, même à distance. Et donc je reçois ce communiqué de presse, je le lis en diagonale tout en étant en cours. Mes étudiants sont souvent en atelier, hein, donc je disais prof, mais j'aime pas ça ce mot prof. Je suis plus formateur. Euh, et je lis ce long communiqué, et je me dis je comprends rien, je comprends rien. Mais et là, je l'envoie à mon stagiaire en disant à Johan, en lui disant, est-ce que tu peux m'écrire une brève? Il y a de quoi de gros, c'est sûr, c'est gros, mais là comme ça, je le comprends pas. Écris une brève, fais quelque chose de précis, etc. On en reparle après. Et puis mon cours se termine et je pense que je reçois la brève de Johan. Je comprends pas plus. C'est pas de sa faute, hein. Mais je relis le communiqué et là je me pose 12, 13, 15 questions. Je me dis non, ça marche pas. Ça marche pas. Et là évidemment, j'avais déjà vu entre-temps le communiqué de presse tel quel était à peu près c'est tout sur tous les médias ou les influenceurs, etc. Et les commentaires avaient déjà commencé à fuser sur les réseaux sociaux. Et là, moi, je dis hop, stop. Je publierai rien. Je publierai rien. Je comprends pas moi un truc. Il n'est pas question que je publie, même si c'est un sujet chaud et puis que ça va faire des likes, etc. Non. Donc je commence donc je dis à Johan, il y a trop de choses. On se parle entre nous. On comprend pas tout. Donc je dis écoute, on publie pas. On va poser des questions d'abord. Donc je prends mon téléphone et puis je passe des coups de fil à mes connaissances, à ceux qui savent, à ceux qui sont près du dossier, etc. Et puis là, je me rends compte, qu'il y a plein de gens qui devraient savoir, être capables de me répondre très facilement, qui me répondent pas, qui comprennent pas. Des personnes qui sont concernées totalement par le circuit, qui sont perdus, qui ne comprennent pas. Donc je me dis, ok, il y a un vrai sujet. Nous, on a sorti notre sujet à Distance Plus une semaine après le communiqué de presse. Une semaine. Dans le temps qui est le nôtre aujourd'hui, c'est rapide. C'est des années-lumière en fait. C'est-à-dire que tout le monde a déjà parlé du sujet, rabâché le sujet, etc. Ouais, sauf qu'on est les premiers. Je m'en vante humblement, deux mots qui vont pas ensemble. Mais on a été les premiers à sortir l'information objective, à essayer d'être précis, de raconter ce qui s'est passé. Le premier texte, le premier texte, c'était quasiment un bouquin. On l'a coupé parce que c'était long. Là, en termes de communication, il y avait une somme monstrueuse d'informations. Là, je prends cet exemple-là parce que c'est un bon exemple. C'est là où le journaliste a un rôle. Il a ce rôle d'aller éplucher les informations, d'aller les comprendre, d'aller les confronter, d'aller s'assurer que sa compréhension est bonne, de poser la question. Dieu sait si j'ai posé certaines questions plusieurs fois. Par exemple, le fait que le principe de base du circuit, ce soit que le groupe UTMB ou le groupe Ironman deviennent acquéreurs, achètent les courses qui feront partie du circuit UTMB World Series. Bon, ça n'avait été dit nulle part, évidemment pas dans le communiqué. Les organisateurs eux-mêmes, toi bien, les organisateurs eux-mêmes des courses de l'Ultra Trail World Tour, qui venaient d'apprendre que l'Ultra Trail World Tour était supprimé, à leur grande surprise, ne comprenaient pas ce qui était en train de leur arriver. Donc, on était en plus en termes de communication, dans un gros bazar, très honnêtement. D'ailleurs, Michel Poletti est arrivé un peu à la rescousse après en répondant à plein d'interviews et lui-même a dit que ils avaient été un petit peu vite en besogne en termes de communication. Mais bon, peu importe ce qui s'est passé, et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis par rapport à l'UTMB, hein, c'était un fait. C'est juste que notre rôle aurait été, à tous, de plancher sur le sujet. Et puis de proposer à nos lecteurs voilà, ce que c'est dans la réalité.
Pour revenir, pour illustrer encore ce que je te disais tout à l'heure sur le travail, moi j'ai bossé pendant une semaine, j'ai passé un nombre de coups de fil incalculable à confirmer, etc. Et puis j'ai produit un texte extrêmement long. Là, le co-rédacteur en chef, Vincent Champagne, j'ai mis ça entre ses mains. Il m'a démoli comment dire, il a retravaillé le texte, on l'a retravaillé ensemble, ça a repris 2 jours. Donc là, tu vois le travail qu'on fait sur un texte avant de le sortir, parce qu'on est, voilà, on le sait, on sort le texte, on s'est baqué, il est solide, les informations, les citations, tout ça est bon, et évidemment le texte derrière fonctionne, ça marche, les gens, j'espère, commencent à comprendre un peu le sujet. Mais voilà, ça, c'est à la fois notre rôle aux journalistes, aux médias. Je pense que c'est un bon exemple de ce qu'on doit faire. Puis je ne dis pas juste Distance Plus, je voudrais que l'ensemble des médias réussissent à fonctionner comme ça. Sauf que tout ça, je l'ai fait bénévolement. C'est là le problème. C'est que le business model, si on veut parler de business model, est compliqué en fait pour la presse qui veut faire ce travail-là, qui prend du temps. Et on l'a vu en fait dans toute ta présentation de l'évolution de la presse qui a un changement. Alors le changement, il se catégorise par d'autres sources de revenus. On a maintenant le financement participatif, l'abonnement via des Patreons, comme moi j'essaye de faire avec le podcast. Maintenant, on a aussi l'affiliation, mais tu le disais, l'affiliation demande d'être rattaché à soit une marque, soit une boutique en ligne. Mais du coup, on va peut-être perdre un petit peu d'objectivité sur certains aspects. Après, on peut ne pas en perdre. Je m'excuse de te couper, mais Distance Plus est un média indépendant. Par contre, on a aussi des produits publicitaires qu'on offre à nos clients éventuels, qui sont évidemment des marques, des organisations peuvent venir acheter de l'espace publicitaire enfin bref, on a des produits publicitaires. Mais nous, on a un contrat, par exemple, qui garantit notre indépendance. Et surtout, il y a une visibilité quand tu vas lire un article, mettons, qui a été commandité. Les choses sont extrêmement claires dès le départ, etc. Donc, il y a des choses qui sont possibles. Et puis, le socio-financement, tu parles de tes Patreons, etc. C'est aujourd'hui un système alternatif. C'est un système qui devrait, en fait, ça devrait être extrêmement populaire comme système, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Je suis sûr que tu as de la difficulté à rallier du monde autour de toi. En tout cas, le taux de personnes qui te soutiennent financièrement versus le nombre de personnes qui t'écoutent, je suis sûr qu'il y a un fossé entre les deux. C'est ça qui est pas normal. C'est qu'en fait, on devrait tous comprendre, tous en tant que consommateurs d'informations, ou voilà, on devrait tous comprendre que j'écoute un podcast, ok. Alors, il est légitime que si j'écoute un podcast à chaque jour, à chaque semaine, peu importe sa fréquence, que je participe. Je suis un consommateur. Je lis tous les jours Distance Plus, ou je lis tous les jours Endurance Trail, ou je lis tous les jours Esprit Trail. C'est normal que ça veut dire que ça me parle. Je le consomme à chaque jour. Je participe pour que ça dure. Mais en France, parce que c'est particulièrement prégnant en France, je le vois, j'ai 2 cultures économiques, celle en Amérique du Nord, au Québec, et puis celle en France. En France, les gens ne donnent pas, en fait. Les gens ne donnent pas. On a nous essayé aussi à Distance Plus de faire des appels du pied en essayant de stimuler l'abonnement volontaire, par exemple. On ne crée pas un abonnement obligatoire, parce que c'est aussi se mettre une balle dans le pied. Par contre, on suggère. Et là, on pourrait se dire, il y a 1 million de personnes qui nous ont lu, plus d'1 million de personnes qui nous ont lu l'année dernière. C'est génial, ça va. Les gens qui nous ont lu et qui nous lisent tout le temps, ils vont forcément donner ne serait-ce qu'un petit euro par mois. Non, pas comme ça que ça se passe. Pourquoi ? Parce que le système, il est bien ancré. La gratuité, elle est bien ancrée dans la tête des gens. On consomme gratuitement tout le temps sur notre téléphone. On lit des nouvelles tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc on a légitimé finalement tous et toutes, et moi aussi,
on a légitimé la gratuité. Et du coup, c'est quelque chose qu'on te donne gratuitement. Si je sais pas, ça fait 3 ans que tu fais des podcasts, toi, François? Ça fait 4 ans que j'ai commencé la 4 planète ans. Trail et ça fait les podcasts, ça fait 1 an et demi. Bon, si on prend juste les podcasts, fait 1 an et demi que tu produis du contenu audio et vidéo en web diffusion avec tes podcasts. Euh, j'ai perdu le fil de mon idée, je m'excuse. Si j'ai vraiment perdu le fil de mon idée, je m'excuse. je disais quoi? Je disais Que ça faisait 1 an et demi que je produisais des oui, podcasts et oui, non, si c'est ça. Si ça fait 1 an et demi que tu donnes gratuitement ça aux gens. Donc les gens, ils sont habitués de t'écouter. Hop, ils ont religieusement le mercredi 20h, pouf, on écoutait François et puis son invité. Mais si demain tu leur dis, maintenant le podcast pour l'écouter c'est, je sais pas, moi je dis une bêtise, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 100 euros, peu importe. Là ils vont se dire, ah non, moi j'avais l'habitude on me le donne d'habitude. Pas question que je vais pas payer pour ça. J'ai l'habitude. C'est pas un nouveau produit. C'est pas. Donc on se met. C'est super dur quoi. C'est-à-dire qu'il y a il y a une vraie question de mentalité de consommateur et aussi de valorisation de ce qu'on fait. Toi comme podcasteur ou influenceur, moi comme journaliste d'un média qui essaye de durer, qui essaye de devenir une référence aussi dans le monde du trail, mais on est confronté à des mentalités. Et c'est ça qui est difficile en fait à changer. Et puis en plus, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans mon laïus sur l'évolution des médias, mais les marques aujourd'hui n'ont même plus besoin des médias. Les marques les plus avancées créent leur propre contenu. Strava crée son contenu, Red Bull crée son contenu, Salomon crée son contenu. Donc aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas. Les marques vont directement chercher des producteurs de contenu, s'ils n'ont pas déjà une structure, et puis payent le producteur de contenu pour ensuite se diffuser sur leur propre plateforme. Donc là, c'est pareil, ça vient couper un peu l'herbe sous le pied des médias traditionnels et nouveaux médias qui essayent de survivre dans cet écosystème-là. Et finalement, moi, plusieurs fois, je me suis fait cette remarque à titre personnel. Ce qu'on fait n'a pas grand-chose de rationnel parce que ça fait, je compte pas mes heures. Et en plus, pour faire un Patreon, ce qui marche, c'est d'offrir des choses aux auditeurs, aux lecteurs, aux viewers, Donc en plus, des choses en plus. Alors déjà que ce qu'on fait prend beaucoup de temps. Alors, pour que ça fonctionne, il faut offrir des trucs encore en plus. Effectivement. c'est le système. Enfin, on marche sur la tête, hein, objectivement. Faut être passionné, hein. Faut vraiment avoir très 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 envie de faire. Je pense qu'on est deux passionnés d'ailleurs, et tous ceux qui sont encore sur le bateau et qui luttent pour continuer ce qu'ils aiment, mais c'est pas parce que c'est une passion que ça doit être un hobby. Hein. C'est pas parce que c'est une passion qu'on doit tout faire gratuitement. Euh, c'est frustrant. C'est ça qui est parfois un peu frustrant. Alors, moi, je me plains pas, hein, je suis très heureux de ce que je fais, et puis même si ça me rapporte pas grand-chose, je vis de pas grand-chose. Donc, mais parfois, effectivement, ça m'est arrivé de craquer un peu, et puis de dire, mais pourquoi quoi? Pourquoi? Pourquoi au final, pourquoi passer tout ce temps, du temps que je pourrais faire autre chose? Mais Absolument. parce que on est passionné, comme tu le dis, et puis que ça amène à avoir des rencontres, Puis des moments géniaux. des moments géniaux Ah ouais, ouais, qu'on bien sûr. vivrait pas autrement. Non, exactement. Mm. Mais est-ce que pour autant il est normal, puis vraiment je questionne tes auditeurs. Est-ce qu'il est normal qu'on produise pour vous, qu'on travaille pour vous gratuitement? Qu'est-ce qui est normal là-dedans? Que chacun se pose la question en fait, parce que il est pas logique. Je connais pas tes chiffres, mais en tout cas peu importe. La quantité de personnes qui t'écoutent, elle est importante, même si c'est une niche. Je le disais tout à l'heure, à Distance Plus, sur l'année Covid 2020,
on a eu plus d'1 million de pages lues. Ça veut dire que, tu sais, on pourrait se dire, bah oui, mais non, en fait, notre projet n'a pas fonctionné, c'est un échec. C'est un échec. Mais c'est pas vrai, c'est pas un échec puisque les gens sont là, les gens t'écoutent toi, les gens me lisent, enfin nous lisent pardon, je suis pas tout seul, lisent Distance Plus. Donc il y a ce fossé entre ce qu'on propose fonctionne, le pire c'est ce qu'on propose est apprécié. J'imagine que tu es confronté à ça aussi, mais maintenant ça commence presque à me déranger quand on vient me faire des compliments euh, sur Distance Plus, sur le fait que c'est un bon média, un bon magazine, qu'on aime nous lire. Ça fait plaisir parce qu'on veut toujours entendre que ce qu'on fait c'est bien, euh, mais ça suit pas en termes en termes commercial en fait, en termes financiers. Donc c'est ça qui est troublant en fait, c'est vraiment troublant. Et je pense qu'on est tous dans le même bateau là pour le coup. Hein. Je parle vraiment. Je On est confirme. deux exemples. On est deux exemples, mais si on avait les autres podcasteurs, mes autres collègues journalistes autour de la table, je pense qu'on serait sans doute pas mal tous d'accord sur la réalité qui est la nôtre. Et je pense qu'il y a un moment donné, la passion, ça va bien. Et pour pas que nous on cède, pour pas qu'on arrête et que ce soit finalement les marques qui fassent uniquement leurs produits tout seuls comme des grands, et puis que ce soit finalement des grands espaces publicitaires qui prennent le dessus, ben il faut que ça bouge quoi. Il faut que ceux qui nous suivent, ceux qui te suivent, ceux qui nous suivent, peut-être que c'est les mêmes, et puis mais ceux qui consomment de l'information, qui passent un super temps à écouter une de tes entrevues en courant, eh ben, qui réalisent que on a besoin d'eux en fait. On a besoin d'eux pour continuer. Sinon, bah, ça marchera pas longtemps. C'est un Je peu crois un constat que triste, mais c'était vraiment pas voulu, mais je crois que c'est vraiment l'épisode qui aura le mieux parlé de mon Patreon. Depuis le début, j'ai beau faire des annonces, même si j'en fais plus, en début et en fin d'épisode, j'en avais marre de faire des annonces pour rien. Et puis, mais bon, bref, non, blague à part, c'est vrai qu'il faut trouver un modèle un business model qui soit favorable à tout le monde et que ça puisse continuer en toute indépendance, objectivité, qui soit équilibré en fait. passion, plaisir. Tu dis favorable, mais en fait, il faut un modèle qui soit équilibré, un modèle qui fonctionne. L'équilibre, il est là. Tu produis, tes auditeurs comment dire, te financent ou t'aident, ou participent aux efforts de production. Et c'est pour nous tous pareil. En fait, pour moi, c'est une conscientisation de consommateurs, vraiment, parce qu'on est dans de la consommation d'informations. C'est du contenu qui est volatile, puisqu'on est sur du 2.0 là à 100%. Mais bah, c'est pas parce que ça n'existe pas, c'est pas parce que c'est pas matériel que ça n'a pas de valeur. On a produit des choses qui ont une valeur. Il faut que tes auditeurs, nos lecteurs, euh, arrivent à le comprendre et à se dire, ok, ouais, effectivement, on n'avait pas vu les choses comme ça. Parce que je suis absolument convaincu que tout à l'heure je parlais de mentalité, je suis sûr que c'est pas des gens qui disent, ouais, non, je paierai jamais, c'est de la merde. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est juste les gens ne réalisent pas nécessairement, ils se posent pas la question. Et on n'a pas le temps, en fait, de se poser la question. Puisqu'on est tout le temps en train de scroller, de lire, de faire nos choses, la vie va à 100 à l'heure, donc on n'a pas toujours le temps de réfléchir à tout ça. Nous, on est dedans, donc c'est normal que ça nous frappe. Hmm. Et alors justement, tu parlais de passion, sans passion, t'aurais pas tenu ces 5 ans-là. Qu'est-ce qui te passionne justement dans la course à pied? Alors bah, déjà, sans passion, j'aurais même pas commencé. Moi, quand je me suis lancé dans l'aventure Distance Plus, j'avais déjà fait j'étais déjà passé à quelque chose. Je voulais que ma carrière change. J'étais reporter, je travaillais sur l'actualité générale, etc. Et j'avais besoin de positif. Ok, j'avais vraiment besoin de ça.
Euh, et, et donc la course à pied, bah, c'était ma passion. Donc je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment fait de journalisme sportif, alors que c'est peut-être ce qui m'irait le plus. Je me suis formé comme coach en course à pied. J'ai essayé d'apprendre le plus possible là-dessus pour être le plus pertinent. Et puis voilà, je me suis lancé et je trouvais que ce projet-là de changement de, pas un changement de carrière, j'étais toujours journaliste, mais me spécialiser, c'était cohérent. C'est cohérent avec mes compétences professionnelles et avec moi, ma passion, ce qui m'anime, effectivement. Et bah voilà, en fait, ce qui me passionne, c'est tout. J'adore parler de course à pied. Je pourrais en parler pendant des heures. J'adore en parler avec tout le monde, avec des gens qui ne courent pas, mais qui peut-être demain vont courir, avec des coureurs comme moi. Très moyens qui aiment juste courir, avec des élites qui sont devenus des professionnels. J'adore partager avec ce milieu-là. Puis j'aime le milieu, j'aime. Et là, je réduis la niche de la course à pied au trail. J'adore la communauté de trailers. J'adore. Je rencontre que des gens géniaux. On a de très belles personnalités. On est avec quand on est en costume de trail, on n'est plus vétérinaire, chef d'entreprise, ouvrier, peu importe. Euh, on partage quelque chose. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose que je trouve pas ailleurs en fait. Et puis comme journaliste, ben, c'est la même chose en fait. Quand je suis en mode trailer, je rencontre des trailers géniaux. Euh, J'aime l'énergie qui se dégage de ces rencontres, de ces moments-là. Les journalistes qui font la même chose que moi sont généralement des super personnes avec qui j'ai de l'affinité très rapidement. C'est pas pour rien. Euh, Comme journaliste, les entrevues que je fais, les gens que je rencontre, dès l'instant où ce sont des trailers ou des gens qui gravitent autour de la course à pied, les organisateurs sont souvent des gens qui me passionnent en fait, des gens avec qui j'apprécie passer un moment, même si pour moi, même si c'est à des fins professionnelles. Donc en fait, voilà, c'est un environnement que j'aime au sens large, et il y a rien de mieux que de travailler dans un bel environnement en fait. Il manque juste de l'argent. Mais c'est ça, on dit souvent à nos enfants, on est une génération qui dit à nos enfants, va pas faire des études pour bien gagner, enfin, va pas faire des études pour juste bien gagner ta vie. Commence déjà à réfléchir à qu'est-ce qui te rendrait heureux. Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Pour moi, c'est une pierre fondamentale avant de parler de l'argent, même si je sais bien que la discussion qu'on a eue aujourd'hui a pas mal tourné autour de ça. Mais voilà, pour te répondre, en fait, je suis heureux à faire ça, moi. Hmm. Bah, sans bonheur, je pense qu'on effectivement on pourrait pas le faire aussi longtemps, et comme on l'a dit, presque aussi bénévolement, c'est pas possible. Et tu le disais, t'es arrivé justement dans le milieu de la course à pied, malgré avoir baigné un peu dans le milieu du sport, du journalisme sportif un petit peu. Tu as fait d'autres sports avant où t'as pas retrouvé ça, où t'as tout de suite baigné dans la course à pied Non, oui, non, j'ai fait, je sais pas trop comment découper ça. Moi, j'ai fait plein de sports jeune, enfin voilà, comme plein de gamins, et j'ai découvert la course à l'adolescence. J'étais un petit gros, et puis ça a été comme, même si c'est pas un vrai bon argument quand on est un peu informé, j'ai été comme pour beaucoup, je me suis mis à la course pour maigrir. Et je me suis jamais vraiment arrêté. Je pense que j'avais 13-14 ans. Je me suis jamais vraiment arrêté. Je courais à peu près tout le temps en forêt, en campagne, parfois à la montagne. Je savais pas que je faisais du trail, hein, comme plein de gens disent aussi. Et puis j'ai réellement, alors moi j'étais handballeur surtout, mais voilà, je faisais du tennis, du vélo, enfin, mais rien. Juste en vraiment super récréatif, quoi. C'est juste que la course, c'était ce que j'emmenais partout avec moi, et donc qui me faisait du bien, et très rapidement m'a fait du bien. Mais en 2006, après une rupture amoureuse,
j'ai déménagé. Je vivais en région parisienne à ce moment-là. Puis je suis arrivé dans une ville qui s'appelle Villepreux, à côté de Versailles. Et j'ai voulu me sociabiliser tout de suite. Et il se trouve que je suis tombé sur un club qui s'appelle l'Acroron. L'Acroron Villepreux, où je suis rentré pour courir avec. C'était la première fois que j'allais courir avec des gens réellement. J'ai jamais fait de club d'athlétisme. De toute façon, j'étais pas un très grand athlète, mais ce qui m'a plu tout de suite, c'était, je pense, dans les questions que j'ai posées, c'est que c'était un club où il y avait tout le monde. Il y avait le petit jeune, il y avait des personnes d'un certain âge, on va dire. Il y avait des ultra trailers qui allaient à la Diagonale des Fous ou à l'UTMB ou au Festival des Templiers. Honnêtement, c'est en 2006 que j'ai entendu parler de ces trois courses, mais c'est devenu comme un rêve assez rapidement. Et puis on allait courir dans la forêt de Marly, un peu plusieurs fois par semaine. C'est là où j'ai commencé mes premiers trails, mais c'est aussi, en fait, c'est là où j'ai pour la première fois senti la communauté et où où j'ai senti que j'appartenais à quelque chose, à un groupe. Donc là, comme simple trailer, hein. Et ça me faisait un bien fou et j'aimais ces gens-là et ils m'ont amené quelque part, ils m'ont aidé à prendre confiance en moi. J'ai commencé à courir sur des courses organisées, ce que j'aurais jamais fait seul parce que voilà, les premiers trails de nuit. Puis après c'est la suite, une sorte de suite logique qui fait que quand j'ai décidé quand j'avais besoin de changer de carrière, changer d'air, etc., c'est la course à pied qui me tendait les bras en fait. C'était une évidence que c'était ça vers lequel j'avais envie de creuser. C'est ce que j'avais envie de creuser. Ouais. Et puis il y a eu une rencontre assez je m'égare peut-être un peu, mais il y a eu une rencontre qui m'a bien plu. Je parlais de Johan Rock tout à l'heure. Un jour, j'ai fait une interview de Johan. Je me souviens, c'était au Mamie Clafoutis, c'était un café au Shop Angus à Montréal. Et on est arrivés tous les deux en tenue de course, évidemment. On a passé, je pense, la matinée ou une partie de la matinée à faire l'interview. Ça avait été encore un article fleuve. Distance Plus, tout ça n'existait pas du tout à cette époque-là. Hein. Et le sujet, évidemment, qu'on a abordé, entre autres, c'était ce qu'on appelle au Québec les coureurs navetteurs, c'est la course utilitaire, partir de la maison en courant le matin, aller travailler, et puis revenir en courant. Et moi, j'avais très envie de faire ça, et je savais pas comment. Et cette discussion, cette entrevue avec Johan a été un déclic quand il m'a expliqué un peu sa façon de faire les choses. Et puis, on était un vendredi ou un jeudi, et je pense que j'ai commencé à partir au travail en courant le lundi suivant. Et puis je me suis plus arrêté jusqu'à ce que je rentre en France, malheureusement un an et demi plus tard, je pense. Mais et ça a forgé aussi énormément mon attrait pour la course, pour tout ce que la course a comme incidence sur la vie. On parlait du groupe avant, on parlait de la communauté. Et du côté passionnel, mais j'ai à ce moment-là découvert ce que la course m'apportait à moi personnellement dans l'organisation de mon quotidien, dans ce que ça m'apportait psychologiquement de courir à chaque jour, de me transporter, de pas utiliser de voiture et même de pas utiliser de transport en commun, etc. Donc tout ça est venu. Tu vois, c'est des pierres qu'on a mis. Ça a commencé à l'adolescence, puis il y avait une petite maison qui s'est créée en 2006 quand je suis arrivé à l'Acroron à Villepreux, et puis tout ça a cheminé. Puis je me suis mis à courir à chaque jour. Ça a changé ma vie au sens large. Et puis en fait, il restait juste à ajouter à cette partie-là, la partie professionnelle, pour englober et pour faire que la course à pied m'anime totalement. Et alors justement, toi qui baignes dans ce milieu-là depuis maintenant 15 ans, en moins quand même. Enfin, ça dépend comment. Ouais. 2006. Ouais. Déjà. Ok, je suis vieux. Le temps passe vite. On parle souvent d'esprit trail. C'est quelque chose qui est souvent remis en question avec justement la popularisation du trail, avec
Forcément, quand tu as de plus en plus de gens qui pratiquent un sport, bah, ce sport représente forcément un peu plus la société. Comment est-ce que tu vois, toi, l'évolution du trail? Ah, l'évolution du trail ou de l'esprit? La question est Ouverte, diverse. très ouverte. Ça prend vite. Euh, Ouais, mais elle est pas assez précise, ta question. Il faut que ce soit ouvert, mais précis. Non, je... que- Ouais, ben, Je pense que les deux sont un peu liés quand même. oui, 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 oui. Mais je pense que le côté populaire, euh, honnêtement, je sais pas trop comment répondre à cette question-là. Je pense que euh, le, le trail se développe, ça c'est une évidence, que ce soit en termes d'organisation de courses, de gens qui participent évidemment à des courses, ou les coureurs qui simplement courent davantage en trail, qui couraient. Il y a beaucoup de coureurs qui font la transition. Après, il y a un côté je veux pas me juste m'en tenir à ce que je vois ou ce que j'observe autour de moi, parce que c'est pas forcément une réalité. Ça aussi, c'est un bon conseil en journalisme, ne pas croire que notre environnement est la réalité. Euh, mais effectivement, il y a de plus en plus de gens qui se mettent à courir en sentier, pas nécessairement en montagne, mais en sentier. Euh, pour moi, c'est que du positif en fait, parce que plus il y a de gens qui courent en sentier, plus en fait il y a de gens qui courent, plus il y a de gens qui se font du bien à la tête, parce que je pense que c'est un point commun qu'on a tous, hein, quand on part courir en forêt et qu'on déconnecte alors qu'on est sans arrêt sur nos cellulaires, sur nos téléphones portables, devant nos écrans. Ben, de se retrouver en nature, même si c'est une petite forêt ou un petit bosquet, pas pas très loin de la ville, il y a une déconnexion. Et ça, je pense que dans l'évolution, ça permet ça, la course. Il y a de plus en plus de gens qui courent ou même qui marchent et qui se rendent compte que ça devient fondamental pour leur vie. Après, si on reprend ton idée d'esprit trail, ben moi, je pense qu'il existe l'esprit trail. Voilà, ça veut tout et rien dire. Je pense qu'il y a une vraie je te disais tout à l'heure qu'il y avait une communauté. Moi, je pense que vraiment, il y a une différence, par exemple, entre les coureurs sur route et puis les coureurs en trail. Il y a un côté beaucoup plus route, c'est un côté plus amical. Il y a moins d'esprit de combativité, d'agressivité, de compétitivité, même si on peut très bien venir prendre le départ d'une course avec un objectif. Il y a beaucoup de gens, moi j'entends beaucoup de gens qui disent qu'ils ont des objectifs qui sont personnels. Moi j'aime bien ça, un objectif personnel. On prend tous le départ de la même course. Il y en a quelques-uns devant qui ont envie de gagner, c'est normal, ce sont les meilleurs. Et puis là, le très gros du peloton qui ont des objectifs perso. Et en fait, les objectifs perso dans le cheminement d'une vie, en coaching de vie, là, c'est le début de quelque chose. Pour avancer, il faut avoir des objectifs. Court terme, moyen terme, long terme. La course à pied, c'est pareil. Quand on veut évoluer en course à pied, même si on n'a pas envie d'aller très loin, on se fixe des objectifs. Puis les gens qui se mettent à la course, qui font un plan ou pas, ben souvent ils ont un petit objectif perso, secret parfois, mais ça concourt selon moi à être meilleur, à se sentir mieux, à se sentir mieux. Donc je pense que il y a une tendance massive de personnes qui se mettent à la course à pied, qui découvrent la course à pied et qui découvrent d'une certaine manière aussi le bien-être et tout ce qui vient avec, parce qu'on découvre la course à pied, puis on, on, on découvre la respiration, puis le yoga, puis toute la sphère sportive et bien-être. Et ça, bah, pour la société, c'est plus que nécessaire parce qu'on a besoin des saines habitudes des saines habitudes de vie. Et la course à pied, qui est très populaire et donc qui est une source d'influence. Bah, si on réussit en tant que communauté à influencer tous les autres qui sont peut-être sédentaires, qui se rendent compte que oui, ils ont envie de faire du sport, mais qu'ils peuvent pas parce ils ont pas assez de temps. Se rendre compte que la course à pied, bah, on peut courir n'importe quand, de jour comme de nuit, seul ou accompagné, et que l'argument de j'ai pas le temps, en fait, c'est un faux argument. Et ben ça c'est génial. Donc je pense que la course à pied fait partie de notre évolution en tant qu'humain. Là, je vais peut-être un peu loin, mais c'est ce que je pense. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure des messages qu'on pouvait recevoir en tant que média ou influenceur. Euh, L'un des messages
dont je suis le plus fier à chaque fois quand je les reçois, c'est j'ai fait cette course-là parce que j'ai vu que tu l'avais faite, elle m'a donné envie et je l'ai faite. Et merci de m'avoir donné l'envie de la faire. Et ça, c'est vrai que c'est hyper gratifiant et en plus, comme c'est très très actuel d'être dans le sport santé, d'inciter les gens à quitter cette sédentarité qui est l'un des pires fléaux voilà, de notre siècle. Effectivement, je pense que c'est quelque chose de très très positif pour la société que la course à pied et le trail amènent ça, et cette reconnexion à la nature, effectivement. Absolument, on en a plus que besoin. On en a plus que besoin, et puis c'est un gage de santé, hein, pour la santé, courir. On est sédentaire, même si on est des coureurs, même si on court tous les jours ou presque, on demeure des sédentaires, et ça a des conséquences sur le long terme. Donc c'est bien si on fait au moins ça pour enlever un peu le mal. Exactement. Nicolas, est-ce qu'il y a quelque chose à notre échange qui est déjà de 1h15, je viens de regarder le chrono, dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé ajouter? Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. En tout cas, j'ai beaucoup parlé encore. Ma réputation de bavard c'est pas aujourd'hui qu'elle va être corrigée. Non, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. J'espère avoir été clair. Je sais que tout à l'heure, je me suis un peu envolé là avec le sujet dans lequel tu m'as placé. J'espère avoir été clair, mais rien à ajouter. Non. À part que je souhaite que tes auditeurs continuent de t'écouter, que ils s'engagent, s'ils t'écoutent auprès de toi, à devenir Patreon. Je souhaite que ceux qui connaissent Distance Plus participent à faire que Distance Plus survive, continue de vivre et de se développer, et puis d'une manière générale pour me répéter, que les gens qui consomment des podcasts, des informations sur le web gratuitement, prennent conscience que c'est pas parce que c'est disponible que c'est que c'est un travail qui a eu du temps, que ça a une valeur, et qu'il faut qu'elle soit reconnue, cette valeur-là. Je mettrai le lien de mon Patreon dans la description de cet épisode. Merci beaucoup. Non, je dis ça en rigolant, mais je suis tout à fait aligné, et c'est toujours très très gratifiant. En plus, quand du coup tellement ils sont peu nombreux, c'est toujours très gratifiant quand quelqu'un fait cette démarche-là. Bien sûr. On a d'autant plus d'estime, je trouve. Voilà, je vais pas dire de respect parce que je respecte tout le monde, mais j'ai pas trop le mot, mais de gratitude envers les personnes qui soutiennent. Voilà. Et à l'inverse, en fait, je pense que ça fonctionne dans les deux sens. T'as de la gratitude, mais en fait, les gens qui s'investissent, qui participent au projet, à nos projets, c'est aussi une façon de valoriser cette gratitude-là. Ouais, c'est gratifiant. Je suis tout à fait aligné. Merci beaucoup, Nicolas, pour cet échange qui était vraiment très très sympa, très différent de ceux que j'ai l'habitude de faire aussi. Donc, je suis vraiment très content d'avoir enregistré cet épisode avec toi. Et puis, on se dit à très bientôt sur Distance Plus ou ailleurs. Avec plaisir, ou en Bretagne, ou en Normandie, ou au Québec. Voilà. Vive le trail dans tous les cas. Exactement. Allez, très bonne journée, à bientôt. Salut François. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très très bientôt dans un prochain épisode.